Humaine, distributeur réparateur agréé Mercedes-Benz, partenaire de LMTV aux 24 heures 2009. Vivez la course avec la région des Pays de la Loire. Doublé Peugeot aux 24 heures du Mans 2009, la firme française s'est enfin imposée 16 ans après son tout dernier succès sur le circuit Monceau. C'était à l'époque même un triplé avec la Peugeot 905. Avec Pierre Lolès, bonjour, on va faire le point évidemment de cette 77e édition qui nous a tenu en haleine durant tout ce week-end. C'est donc le trio Wurz, Brabham, Genet qui a remporté la 77e édition volant de la 908 numéro 9, la sœur jumelle la 908 numéro 8 avec au volant Sébastien Bourdet, notre Manceau, Sarrazin ou encore Montagny, et deuxième avec un tour de retard. Forcément c'est la joie du côté de chez Peugeot et notamment pour Olivier Quenel. C'était sa première participation dans le team français. On va écouter Olivier. C'est le bonheur. Voilà, première participation, c'est le grand bonheur, je suis très fier. Pour Peugeot, c'est magnifique. Pour toute mon équipe, c'est un truc de fou. En plus de voitures, on a fait chuter Audi. Une semaine de folie et qui se termine comme dans un rêve. Mais je réalise pas pour l'instant, mais je crois qu'on a fait un truc incroyable. Comment ? Oh là, je suis au bord des larmes. Tout à l'heure, j'étais en larmes. Voilà donc la joie dans le camp de Peugeot total. La déception, grosse déception même du côté de la firme Ozano chez Audi. Imaginez donc, lors des 9 dernières participations, ils ont remporté cette compétition à 8 reprises, notamment avec l'octuple vainqueur de ces 24 heures, Tom Christensen. Eh bien, la seule véritable Audi qui a pu être en course a terminé à la 3e place. Il s'agit de la numéro 1 avec Capello, McNish et Christensen. On va écouter un concurrent malheureux d'Audi. Il pilotait l'Audi numéro 3, des avaries dès la première quinzaine de minutes qui ont débuté cette 77e édition. Et il s'agit d'Alexandre Prémat. On l'écoute. Bon Alexandre, est-ce qu'on peut tirer un bilan là en fait de ces 24, j'imagine très déçu en fait. Oui bien sûr, un bilan négatif, forcément on était venu ici pour continuer la victoire au Mans. Comme on n'a pas eu de pré-test cette année, c'est vrai qu'on n'a pas validé beaucoup de choses sur la voiture. Bon, même si on a fait des tests, pas mal de tests de 30 heures au Castellet, bon, ça reproduit pas le circuit des 24 heures. Et c'est vrai qu'on a eu pas mal de problèmes sur pas mal de refroidissement liquide du moteur. On a eu des problèmes électriques. Il y a pas mal de choses qui sont accumulées. Et suite à ça, c'est vrai qu'on n'a pas eu de chance. Bon, c'est comme ça. Hein. De toute façon, faut penser positif, on va essayer de finir le développement de la voiture pour essayer de la ramener ici l'année prochaine pour montrer que la voiture R15 est quand même une bonne voiture parce que bon c'est une voiture qui est très stable, qui est très rapide. Après c'est vrai qu'en ligne droite il nous manquait beaucoup de chevaux parce que le moteur était beaucoup trop chaud suivant les circonstances. Voilà donc pour les réactions du camp Peugeot et du camp Audi. C'est vrai que Peugeot a bien mérité sa victoire. Ils ont été en tête pratiquement du bout en bout de la course. Bah oui, du bout en bout, vous pouvez le dire. Démarrage en pole position de la 8 et au final, c'est la 9 qui remporte cette 77e édition des 24 heures du Mans. Du côté de Audi, on comprend que ce soit la soupe à la grimace, puisque c'était un nouveau véhicule, enfin une R15. Qui finalement a montré pour l'instant ses limites. Alexandre Prémat vient de le dire, le développement n'est pas terminé, donc on espère que l'an prochain ils reviendront avec un véhicule mieux étudié peut-être, plus performant pour proposer une nouvelle bagarre tout aussi intéressante. On va voir d'ailleurs, on le disait de bout en bout, on va revoir ces images du départ et vous allez le voir, Peugeot était en tête dès le premier tour. Alors ce qu'on remarque, c'est que Alan McNish qui était en deuxième sur la Audi tente de passer
dépasser Franck Montagny. Finalement, il n'y arrive pas. Je crois même qu'il a franchi la ligne d'arrivée, parce que c'est un départ lancé. Il a franchi la ligne d'arrivée, la ligne de départ, pardon, avant Franck Montagny. Et puis, il a dû décélérer, parce que sinon, c'est ce qu'on appelle un faux départ. Et finalement, Franck Montagny a pris la tête de la course. Il a dû faire 4 ou 5 relais, je pense, hein, jusqu'à la numéro 8. Elle a dominé à peu près jusqu'à 21h, quelque chose comme ça. Hein. Près, ouais. À ce moment-là, c'était Sébastien Bourdet qui était au volant, qui a dû revenir dans les stands pour changer le train arrière gauche de la voiture. Et à l'occasion de ces quelques minutes au stand, je crois qu'ils sont restés 7-8 minutes pour faire l'opération, la numéro 9 a pris la tête pour ne plus la lâcher. Et la numéro 8, hein, Sébastien, qui devait être très déçu à l'arrivée, parce qu'il était revenu à une vingtaine de secondes aux environs de 14 heures, lorsque le safety car, la dernière apparition, 7e et dernière apparition du safety car est arrivé. Ils étaient à chacun à un coin du circuit, donc un safety car de chaque côté, et malheureusement, il n'a pas pu refaire ce retard de 24 secondes. Dommage, hein, pour notre Sartois. Alors, on va revoir le panneau pour s'apercevoir qu'il y a une belle prestation. C'est l'Aston Martin Lola 007 de Thomas Hangen qui termine première essence, 50 ans après la victoire de la marque aux 24 heures, c'était en 1959. Et puis le team Oreca Matmut qui termine à la 5e place avec l'Oreca numéro 11 de Sohail Ayari, d'Olivier Panis ou encore de Lapierre. On va écouter Hugues de Chenac, le team manager qui aurait bien signé avant cette course pour la 5e place. Un bilan super positif parce qu'une 5e place au milieu des grands constructeurs avec une Peugeot derrière, une Peugeot et deux Peugeot devant, avec une Audi devant et une Audi derrière. C'est quelque chose de fabuleux et il reste beaucoup de chemin encore à faire, mais il faut surtout que le règlement évolue pour nous donner la possibilité de jouer devant. Ouais, c'est ça, voilà. C'est là-dessus que ça va se jouer. C'est là-dessus et on a passionnément envie de venir l'année prochaine. Mais il faut que la règle change, sinon on n'a pas notre place là. Ah, ça tenait règlement. On n'en a pas arrêté d'en parler avant la course et dès l'arrivée, on en reparle. Bah oui, c'est normal. En plus, on sait que Hugues de Chenac avait critiqué l'Aston Martin qui est arrivée devant elle pour non-respect, elle aussi, du règlement. Une critique qui avait été aussi relayée par Henri Pescarolo. Et puis, évidemment, on se souvient du dépôt de la réclamation mercredi dernier de Peugeot contre la Audi, contre 2 éléments de carrosserie. Bon, sur le plan sportif, on a quand même vu que Peugeot a nettement dominé cette course. Néanmoins, l'ACO, elle, de son côté, estime qu'elle a un règlement qui, effectivement, peut laisser libre cours à l'interprétation, qu'elle souhaite d'ailleurs maintenir cette espèce de flou pour que les constructeurs proposent des véhicules différents, hein, on le voit bien, entre Audi et Peugeot. Et l'ACO a également prévu de réunir l'ensemble des concurrents, des ingénieurs, des directeurs techniques avant la fin juin pour faire un nouveau point sur ce règlement. On sait qu'il doit évoluer dès 2010, mais surtout en 2011, qui prévoit notamment, je crois, une fusion entre les 2 classes de GT, GT1 et GT2. Affaire à suivre. Donc, la 3e Peugeot, la numéro 7, a fait une belle remontée. Elle était 51e à la tombée de la nuit ce samedi. C'était le gag de de la fin d'après-midi, hein, quand la Peugeot numéro 7 est rentrée dans le stand et dans la Pesca Peugeot qui repartait, elle, et qui a donc éclaté un pneu, je crois, sur la ligne droite des Hunaudières et qui a dû revenir. Et qui a abandonné un peu plus tard le dimanche dans la matinée. Alors, c'est dimanche dans la nuit avec un accident relativement grave de Tréluyer, un pilote d'Alençon qui a été transporté au CHU du Mans. Visiblement, il a été plus choqué que meurtri. Mais enfin, pour Pescarolo, c'était un peu dommage, hein, parce qu'il espérait, pourquoi pas, avec cette voiture, monter sur le podium. Alors, on parlait d'Henri Pescarolo, on va l'écouter. Il est assez déçu, mais en même temps assez content quand même d'être là. Non, c'est un peu de tristesse, parce qu'il y a eu un tel travail de fourni par toute l'équipe. C'est qu'on a la joie d'en avoir une à l'arrivée pas trop mal placée, mais pas tout à fait au niveau où on voudrait. On a eu un petit ennui. On a la déception d'avoir l'autre dans des rails, alors qu'elle devrait être peut-être sur le podium. Avec des scies, on refait toutes les courses. En tout cas, je voudrais retirer que l'aspect positif de l'aventure. L'équipe Pescarolo Sport s'est montrée à la hauteur de la confiance que Peugeot avait mise en elle sur le plan de la qualité du travail, sur le plan de la compétitivité, de la compétence. Et puis, c'est la course. Il y en a qui se terminent bien, d'autres un peu moins bien. De quoi ça fait l'année prochaine?
Écoutez, j'en sais rien du tout. On va déjà penser le mois prochain à rester en tête du championnat Le Mans Series, puisqu'on est en tête de ce championnat. Donc la prochaine course est au Portugal. On va la préparer avec nos deux voitures, mais pas avec la Peugeot, puisque Peugeot sera officiellement au Portugal, mais nous, on sera officiellement avec nos deux voitures. Et l'année prochaine des 24 heures, en fait, la question. Non, mais justement, c'est bien la réponse que je vous ai faite. Voilà, des incertitudes, hein. Bah oui, visiblement, on sait que Pesca a eu des difficultés cet hiver, qui s'est associé à un industriel mayennais, Sora, je crois. On espère que cette association va continuer, parce que c'est vrai que l'avantage de Pesca, voilà, c'est un personnage sur les 24 heures du Mans, et puis pour nous journalistes c'est agréable parce qu'il n'a pas la langue de bois. Exactement. On va enchaîner avec vous avec une autre catégorie des LMP2. Oui, où 4 concurrents sur 12 ont terminé la course. Beaucoup de dégâts visiblement dans cette classe qui a été dominée quasiment sur les 23 premières heures par un duel entre deux Porsche Spyder, celle du team Essex, un team danois qui a finalement remporté la compétition, et de l'autre côté celle du team japonais Navi Team Go, mais qui a été une voiture qui a été victime d'un crash, je crois, sur la ligne droite des Hauts-Naudières vers 14h. Résultat, qui est-ce qui termine deuxième? C'est la Lola Judd numéro 33 avec 14 tours derrière le team danois. Et puis une belle prestation, Barassi Epsilon qui est 4e et qui a fini cette course, bravo à eux. Ils n'ont eu qu'une semaine pour préparer la voiture, rappelons-le, en LM GT1, doublé de chez Corvette, victoire pour la Corvette officielle numéro 63 du trio Magnussen, O'Connell, Garcia, Ducatfon Aventure, fini à la 2e place, 3e place pour l'Aston Martin numéro 66. Elles n'ont été que 3 à finir la course sur les 6 au départ, la dernière catégorie, la LM GT2. La MGT2, l'an passé, on avait assisté à un triplé de Ferrari. Cette année, c'est un quarté remporté par Rizzi Competizione qui a caracolé en tête durant quasiment toute la course. C'était important, hein, Ferrari fêtait ses 60 ans, je crois, sur le circuit des 24 heures. Deuxième, la numéro 97, suivait également les Ferrari numéro 83, encore du team Rizzi Competizione. Ils ont été 12 sur 17 à finir. Au total, il y a eu 21 abandons quand même sur cette course. Et puis dans cette catégorie des GT2, il y a eu le People de service, notre ami Patrick 30e, docteur Mamour, qui est terminé, vous me dites 30e ou 30e et 9e de sa catégorie. Non, 30e et 9e de sa catégorie. Et 9e de sa catégorie. En tout cas, il a fini, il a ramené pas mal d'argent, 100 000 $, je crois, pour son association contre, je sais plus trop quoi. Pour les enfants malades, voilà. Voilà, la chirurgie cardiaque. Voilà. D'autres chiffres pour terminer, cette apparition du safety car, 7 au total, c'est 2h42 de neutralisation sur les 24 heures. Quand on pense que la Peugeot victorieuse a fait 382 tours, que l'an passé il y avait 381 tours de parcours, et que le record date de 1971 et qu'il était de 5335 km 313, ça représente à peu près 392 km. On pourra le battre dans les années à venir s'il fait encore comme cette année un très beau temps. C'est pas si sûr que ça, parce que les voitures sont censées être moins puissantes à l'avenir. Bon, on verra. La prochaine édition, ce sera en 2010. Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés à préparer tous ces flashs. Alors on pense évidemment à ceux qui étaient du côté du circuit, Marine, Amélie, Mickaël, Amoun, Benoît, Vincent et Gérard. Et puis en régie, on salue Greg, Romain à la réalisation, Evan, Sandy au script, Yann, Julien et Maxime au son. Merci de nous avoir suivis. L'info, ce sera à 18h30 en votre compagnie, je suppose. Je sais pas encore, je suis un peu fatigué. 18h45, le JT des Sports, on revient sur cette 77e édition. Et puis n'oubliez pas, on parlera basket, 5e quart-temps, 19h30, avec comme invité le président du MSB, Christophe Lebouy, malgré la défaite et l'élimination en demi-finale des playoffs. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Vivez la course avec la région des Pays de la Loire. Étoile du Maine, distributeur réparateur agréé Mercedes-Benz, partenaire de LMTV aux 24 heures 2009.